bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Roselyne, hein, le point de départ de cette conférence, ce sont donc les 40 années d'existence du service départemental de l'archéologie du Val d'Oise. Et en préparant cette conférence, je me suis demandé comment on pouvait résumer ça, déjà. Donc 40 années d'action en faveur du patrimoine. Et il m'a paru quand même très réducteur de résumer notre connaissance du territoire aux seules découvertes des 40 dernières années. Donc à partir de la création du SDAVO. Donc il m'a paru quand même indispensable d'évoquer ce que les générations avant nous, en fait, avaient légué en termes de sites archéologiques, de vestiges, d'interprétations aussi. Hein. Et donc on va voir comment tout ça a évolué et dans quel contexte un petit peu est né le SDAVO aussi. Donc le SDAVO, le service d'archéologie. On va voir aussi comment la discipline a évolué, parce que là aussi il y a vraiment des grands changements qui ont eu lieu durant ces années-là, en termes de méthode de fouille, mais aussi de cadre législatif. Hein, vraiment, aussi, on verra ça. Donc on va évoquer tout ça, tout ce passé, ces archéologues, ces bénévoles, pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à l'heure où je vous parle, où en fait l'équipe du SDAVO est sur le terrain actuellement, donc à Pontoise, dans le quartier de Bossu, en train de fouiller une nécropole romaine. Là, voilà, ça, c'est les derniers jours. Voilà, donc vous l'aurez compris, on ne va pas être exhaustif, on ne va pas pouvoir. Voilà. Donc pour commencer, on remonte un petit peu. On va repartir du 19e siècle, un petit peu pour comprendre comment se sont créés justement ces premiers services d'archéologie territoriaux. Donc 19e, c'est un peu le moment de ces créations, créations qui sont liées à une conscience, à une émergence d'une conscience patrimoniale post-révolution en fait. Donc à Paris, il y aura la grande figure de Théodore Vaquet et donc la commission du Vieux Paris en 1897. Et Lyon aussi aura son grand personnage avec Édouard Henriot qui va diriger le premier service archéologique qui date donc de 1933. Donc avec des fouilles évidemment emblématiques à chaque fois, hein, vous voyez le théâtre de Fourvière. Et à Paris, Théodore Vaquet réalise les premières fouilles du parvis de la cathédrale Notre-Dame, puis de la tour Saint-Jacques en 1848. Donc des importantes campagnes de fouilles aussi autour de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Et en 1866, il va être nommé inspecteur au service historique de la ville de Paris. Et c'est lui qui va suivre en fait les grands travaux haussmanniens et dresser l'inventaire des vestiges archéologiques de la ville. Alors sur notre territoire à nous, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? En fait, depuis le début du 19e, il y a eu de nombreuses sociétés savantes et des personnalités locales qui ont vraiment œuvré à la connaissance du patrimoine, et notamment sur les monuments mégalithiques qui ont attiré très tôt l'attention en fait, des curieux et des amateurs. Et il en est ainsi de Amédée de Quai de Saint-Émour qui a fouillé l'allée sépulcrale néolithique de Vauréal, le cimetière aux Anglais, en 1867. Donc c'est un monument mégalithique qui a environ 5000 ans. C'est une sépulture collective où en fait les défunts vont être enterrés successivement avec du mobilier ou non. Et c'est un monument d'ailleurs qui a fait l'objet de sondages récents par Jean-Gabriel Paria du SDAVO. Et d'ailleurs je vous invite à revoir sa conférence qu'il a donnée ici même à propos de ce site et à propos de ses fouilles. Donc Amédée de Quai de Saint-Émour, il est aidé par un autre personnage très important pour l'archéologie francilienne, c'est Paul Guégan de Lille. Paul Guégan de Lille, c'est un des premiers à signaler les mégalithes sur les rives de l'Oise et de la Seine. Et c'est même lui qui a affirmé dans un de ses ouvrages que la Seine-et-Oise de l'époque devait être classée parmi les plus riches en monuments des âges reculés de la pierre. Donc voilà, on peut être fier. Donc ce membre de la commission départementale des antiquités de Seine-et-Oise, il est aussi connu pour être l'auteur de magnifiques aquarelles. Je vais vous en faire voir quelques-unes. Et il va réaliser un inventaire qui s'appelle « Monographie des monuments mégalithiques et des objets travaillés par l'homme au temps préhistorique dans le département de Seine-et-Oise ». Et c'est vraiment un ouvrage très important dans lequel il va répertorier énormément de sites. Donc la carte que vous voyez là, elle a été faite par Soline Morinière et Carole Quatrelivre. Et on voit l'ensemble des sites qui ont été évoqués par Paul Guégan de Lille dans sa monographie. Donc énormément de sites, on le voit hein, dans ce qui va devenir ensuite le Val d'Oise. Donc ces dessins, c'est vraiment des dessins qui traduisent un souci du détail, un très beau rendu de la couleur.
On a des vues de sites qui sont complétées par des relevés, voilà, il y a une vraie rigueur scientifique dans son travail, et c'est vraiment quelque chose qui est encore exploitable de nos jours. Hein. Vous voyez le plan sur le côté de l'allée sépulcrale d'Aronville, avec ses cotes, avec ses mesures tout à fait intéressantes. Donc du mobilier, des cartes, des plans. Il y a vraiment une grosse production de supports. Un autre moment clé pour notre territoire, c'est 1877, l'année de création de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val d'Oise et du Vexin. Alors en fait, en Île-de-France, ces sociétés, elles apparaissent assez tôt, vers le 18e. Et en fait, c'est aussi un des pendants de la Révolution, comme je le disais au début. Le classement des archives départementales va faire que toutes ces sources vont être facilitées, leur accès va être facilité pour les érudits locaux. Et donc, ils vont s'emparer de ces ressources et fonder donc des sociétés savantes. Mais il faut attendre souvent la deuxième moitié du 19e pour voir apparaître des sociétés qui vont être plus spécialisées, comme la Société historique du Vexin, qui se concentre surtout sur le patrimoine et l'histoire de la région. Il y a un premier volume, d'ailleurs, des mémoires de cette société qui apparaît en 1879. Et dès 1884, elle va organiser des excursions pour permettre aux membres de visiter des sites. Donc ça va être très important aussi. La Société historique et archéologique d'Argenteuil et du Parisis, elle voit le jour en 1922 et elle édite un bulletin, quand même, il faut quand même le souligner, depuis 1928. Deux de ses membres ont aussi fouillé des sites mégalithiques comparables à Vauréal que j'ai évoqué au début, l'allée sépulcrale de l'usine Vivez et celle du désert, qui sont toutes les deux situées à Argenteuil. Vous voyez des clichés de l'intérieur et surtout de l'intérieur, vue de l'intérieur et puis vue de l'entrée. Alors, autre site évidemment capital pour notre territoire, à partir de 1935, c'est le site de Genainville, les Vaux de la Selle, qui va être révélé par l'architecte Pierre Oriem. Et donc, c'est lui qui a mis au jour notamment un bâtiment qui est connu sous le nom de Pavillon, qui est en fait une partie d'une villa. Et vous voyez les calques de l'époque. En 1941, l'État va, quand même conscient de l'intérêt patrimonial assez unique du lieu, va classer le monument comme monument historique. Et en 1946, il va faire l'acquisition d'une surface d'environ 5 hectares de ce site. Donc il va y avoir des campagnes de fouilles qui vont être systématiquement réalisées ensuite, hein, dans les années 60 à 1991. Et en fait, on observe dans les années 50-60 un vrai essor des sociétés savantes avec surtout une augmentation des publications. Il y a une vraie prise de conscience collective de certaines mutations sociales, des mutations urbaines aussi, qui font qu'il va y avoir justement un essor des revues. Et il y en a une dizaine qui sont alors créées en Île-de-France. Donc dans ce mouvement, il y a 3 associations majeures pour notre département qui vont émerger. La Jeunesse préhistorique et géologique de France en 1961, le Centre de recherche archéologique du Vexin français, le CRAF, en 1963, et le Groupement d'études et de recherche archéologique du Val d'Oise en 1967. Bien sûr, ces 3 associations, 2 sont encore actives. Donc ça, c'est aussi à souligner et aussi une caractéristique du Val d'Oise qu'on rencontre beaucoup moins ailleurs, où il y a moins cette vivacité encore des associations. Donc le CRAF, il se consacre toujours à la fouille et il publie aussi ses découvertes dans le bulletin archéologique du Vexin français, et ce depuis 1965. Donc les 2 interventions majeures du CRAF ont concerné le site de Genainville, mais aussi des Pierrues, qu'on évoquera tout à l'heure, et aussi d'autres opérations qui sont à mettre à son actif. Et toutes les collections, enfin tout le mobilier de cette association, il va être réuni dans un musée associatif en 1955 à Guiret-en-Vexin, qui sera à l'origine du musée archéologique départemental. Donc l'occupation du site se développe surtout du site de Genainville à la fin de l'époque gauloise, autour d'une source, donc avec des bassins qui vont être creusés contre le mur d'un temple, des bassins qui vont être ornés de statues monumentales, et un théâtre donc, qui pouvait accueillir jusqu'à 4000 personnes, qui est situé à côté. Donc à partir de 2004, c'est l'Université de Cergy-Pontoise et l'Association étudiante valdoisienne d'archéologie qui vont reprendre le travail de terrain sous la direction de Didier Vermersch et 10 ans plus tard sous la direction de Vivien Barrière.
Donc si vous voulez pareil en savoir un peu plus sur ce site, je vous invite à revoir la conférence qu'avait donnée Vivien Barrière ici même sur le site de Genainville. Alors le SDAVO est peu intervenu sur ce site, hein, qui appartient à l'État, mais cette année, on va faire une intervention, disons, à la marge sur ce site, puisqu'on va réaliser des prospections pédestres en janvier sur les parcelles qui ont été mises en culture autour du site. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de replacer le sanctuaire dans son contexte, donc au niveau de l'agglomération, du réseau viaire, etc., de mettre en lumière tout ce qu'il y a autour de ce noyau central extrêmement important. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le CRAF, c'est aussi la fouille des Pierrues, donc un autre site qui est tout à fait majeur dans le département et qui a aussi, lui aussi, connu plusieurs périodes de fouilles et qui fait toujours l'objet de recherches. Alors, il s'agit d'une occupation attestée du IIIe siècle avant notre ère jusqu'au IVe après de notre ère, sur plus de 30 hectares. Alors, l'agglomération gallo-romaine, elle s'est installée sur un habitat déjà existant, qui était proto-historique, et le site compte un édifice de spectacle, plusieurs temples, des habitations périurbaines avec des décorations murales, des thermes privatifs. C'est vraiment un ensemble remarquable. Et il y a aussi une nécropole. Donc vous voyez un petit peu des échantillons du mobilier qui est d'ailleurs exposé à Guéry. Le site, il a été fouillé ensuite de 1956, un peu par intermittence, et ensuite en continu de 1977 à 1987 sous la direction de Jean-Marie Lardy. Et il a été classé partiellement au titre des monuments historiques en 1983. Le département a acheté plusieurs parcelles de ce site pour des fins de conservation. Et en fait, le potentiel du site, malgré ses nombreuses fouilles, le potentiel reste extrêmement important. Et c'est pourquoi, en fait, depuis 2019, il y a un programme de recherche piloté par le service régional de l'archéologie et l'université de Paris 1 qui a repris. Programme auquel participe le musée archéologique de Guéry-en-Vexin, mais aussi le service archéologique, et puis les anciens fouilleurs et les anciens bénévoles. Donc l'objectif, c'est vraiment de reprendre toute la documentation qui a été cumulée sur ce site pour préciser davantage en fait, les occupations proto-historiques et antiques. C'est un vrai travail de reprise, comme ça peut arriver sur des sites qui sont anciennement connus comme celui-ci. Donc là, on vient de voir 3 exemples de sites, Vauréal, Genainville et Pierru. 3 sites découverts bien avant la naissance du SDAVO par des bénévoles passionnés et sur lesquels le SDAVO intervient maintenant de manière plus ou moins importante, plus ou moins ponctuelle. Alors on va encore évoquer un autre site, un autre style de site qui a attiré les passionnés depuis très longtemps. Ce sont les grands éperons fortifiés, dont 2 ont reçu le nom de Camp de César dans le Val d'Oise, Taverny et Nucourt. Donc 2 occupations qui ont fait l'objet de fouilles programmées menées dans les années 2000 par le SDAVO. Mais évidemment qui était aussi connu auparavant. Celui de Nucourt, il est mentionné dès les cartes de Cassini, donc c'est les premières cartes du Royaume de France. Et c'est un éperon rocheux qui a fait l'objet à la fin du 19e de plusieurs hypothèses. On imaginait que c'était peut-être un camp romain, que c'était peut-être un oppidum gaulois. Et là, on retrouve de nouveau notre ami Paul Guégan de Lille qui a réalisé lui aussi une aquarelle de cette occupation, assez magnifique. Et bien en fait, entre 2004 et 2008, il y a des travaux qui ont été menés par Christophe Toupet et Christopher Manceau, donc du SDAVO. Et pour comprendre en fait l'organisation de ce site et aller un petit peu au-delà l'aspect monumental qu'on peut imaginer par les aquarelles. Alors en fait, c'est un site qui correspond à un éperon barré de l'âge du fer et qui présente aussi un rempart en pierre sèche avec 2 entrées monumentales associées à des structures massives. Il y a une fortification quand même qui est très importante sur ce site qui permet en fait de contrôler l'accès au plateau du Vexin français. Donc ce rempart et le fossé qui sont directement associés ont fait l'objet de reprises ultérieures, notamment à l'époque médiévale, au X-XIe siècle. Donc c'est vraiment un site qui a connu lui aussi une histoire très longue et qui témoigne en fait de son importance stratégique à différentes époques. Alors là, jusqu'à maintenant, on s'est intéressé un petit peu au cadre chronologique, mais aussi archéologique au sein duquel le SDAVO est né.
l'ensemble des acteurs, des découvertes qui ont été faites avant la création du service. Et en fait, c'est surtout ce terreau quand même, on voit bien, fertile quand même, que le département du Val d'Oise va décider en 1984 de la création du service archéologique. Alors le département, lui, il a été créé en 1967 et en 1969, c'est la naissance de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, avec une vue complètement incroyable de la boucle de l'Oise avant toutes les transformations urbaines. Je vous ai mis un petit peu comment c'est aujourd'hui à côté pour se rendre compte de l'écart. En fait, c'est la naissance du Zavo, c'est 84, mais c'est surtout 76 en fait. 76, ça va marquer quand même le début, puisqu'en février 76, le Conseil général d'alors du Val d'Oise va signer avec l'État une charte culturelle qui va définir la politique culturelle du département. Donc une charte signée avec l'État qui va mentionner des budgets qui sont versés par le département d'une part et par l'État dans certains domaines. Lecture publique, école de musique, équipement de salle, protection du patrimoine, archives, inventaire. On a aussi la mention du musée des Coins, de l'abbaye de Royaumont. Et il y a un chapitre qui va concerner l'archéologie et qui mentionne le recrutement, que le département s'engage à recruter un des tout premiers archéologues départementaux de France, si ce n'est le premier. Donc un archéologue qui va être embauché au début à mi-temps, et c'est un poste qui va être attribué à Philippe Soulier. Et alors l'émission de cet archéologue à mi-temps, ça va être de surveiller les travaux d'aménagement, exécuter des fouilles s'il y a besoin avant ces travaux qui pourraient endommager et détruire le patrimoine, soutenir les associations, valoriser le patrimoine, notamment le mégalithique pour le public. D'ailleurs, c'est bien noté, notamment mégalithique. Donc on voit que l'histoire se continue et c'est vraiment dans l'ADN du service. Et puis, ébaucher une carte archéologique dont je reparlerai plus tard. Et alors, pourquoi une image de Maubuisson avec cette vue superbe des fouilles qui ont eu lieu ? Eh bien, parce qu'en fait, en 79, l'abbaye de Maubuisson va prendre un rôle majeur dans toute cette histoire, puisque cette abbaye, donc une abbaye cistercienne de Notre-Dame de la Royale, fondée en 1236 par Blanche de Castille, elle va être classée en 1947 et elle va être rachetée en 1979 par le département du Val d'Oise. Et ça va motiver des fouilles de grande ampleur qui ont duré jusqu'en 1983. Alors voilà, vous voyez les différents secteurs qui ont fait l'objet de sondages, de fouilles, de diagnostics, différents types d'opérations. Mais voilà, on voit aussi quand même l'étendue de ces opérations, avec toutes les zones qui vont être un peu concernées. Le croisillon nord du transept, le cloître, la galerie, le cellier, l'aile du réfectoire, des sondages un peu partout, et la salle du chapitre, qui va faire l'objet d'une fouille intégrale. Alors, vous avez mis quelques petites photos d'époque, où on a du mal à reconnaître la salle du chapitre comme on la connaît aujourd'hui, mais c'était un peu l'ambiance dans les années 80. Donc ces fouilles, sous la direction de Philippe Soulier, vont occuper 2000 m², et elles vont mettre au jour de nombreuses architectures, le réseau hydraulique particulièrement complexe, un réseau de distribution d'eau jusqu'au cloître avec les latrines, le lavabo, etc. Et puis des aménagements d'étangs de retenue en amont. Et il va y avoir aussi de très nombreuses sépultures et beaucoup de céramiques qui vont donner lieu à des études. Plusieurs études et plusieurs travaux universitaires. C'est vraiment un véritable chantier-école, en fait, les fouilles de l'abbaye de Maubuisson, qui vont accueillir chaque année des dizaines de bénévoles, d'étudiants en archéologie de France, mais aussi d'ailleurs. Et les éléments d'architecture qui ont été mis au jour dans ces années-là ont servi en fait de base aux travaux de restauration qui vont être menés par les monuments historiques, en particulier pour tout ce qui va être restitution des carreaux de pavement et aussi du remplage des verrières. Alors l'ensemble de ces travaux va donner lieu, vous vous en doutez, à plusieurs expositions, comme on voit sur la diapo, plusieurs expositions, une vingtaine d'articles, des mémoires universitaires, et puis jusqu'à récemment encore, la sortie du dernier ouvrage d'Armel Bonis et de Monique Vabon en 2022, d'ailleurs qui ont donné une conférence ici à cette occasion. Des ouvrages, des expositions, et puis même des colloques. 2 colloques vont avoir lieu à l'abbaye de Maubuisson, un sur l'hydraulique monastique et un sur Cîteaux et les femmes.
Donc, à l'issue de ces fouilles, le service archéologique va être hébergé dans l'abbaye de Maubuisson entre 1986 et 2018, donc dans les combles qui ont été rénovés et aménagés à cette intention. Alors, en créant le musée archéologique et un service archéologique, le département a démontré quand même son souhait d'être acteur de la connaissance et de la valorisation du patrimoine archéologique. C'est vraiment rare en fait sur le territoire national d'avoir deux équipements comme ça qui ont été créés par un département. Il y a peu de collectivités qui se sont aussi fortement et aussi anciennement investies dans l'archéologie sur leur territoire. Donc dans les années 80-90, le SDAVO fait vraiment figure de modèle en France, justement pour ce côté novateur et large en fait, au niveau du service et des moyens. Donc depuis ses débuts, le SDAVO est impliqué dans des opérations de terrain, mais la politique, évidemment, a changé depuis sa création. Et on peut distinguer trois grandes phases. Les grandes fouilles de sauvetage programmées dans les années 80, le partenariat avec l'Association pour les fouilles archéologiques nationales dans les années 90 et l'archéologie préventive à partir de 2005. Alors, dans le prolongement des fouilles de Maubuisson, il y a des fouilles de sauvetage d'envergure qui vont permettre au SDAVO d'acquérir très vite justement une reconnaissance institutionnelle et scientifique. Et quand j'évoque ces fouilles d'envergure, forcément, les fouilles de Pontoise arrivent en premier avec la fouille du parvis de la cathédrale Saint-Maclou en 1984, dirigée par Monique Wabon et Didier Vermersch, qui vont livrer plus de 300 sépultures en place ou partiellement en place, en lien donc avec le cimetière paroissial du Petit Martroi, qui va être utilisé entre le XIe et le XVIIIe siècle. Donc ces fouilles, elles ont permis en fait de préciser les limites du cimetière dans la partie ouest de l'église, mais aussi les différentes étapes de l'établissement de la voirie antérieure au XIIIe siècle. Donc ça montre déjà qu'il existe une organisation urbaine en fait dans ce secteur de Saint-Maclou. Donc a priori, à ce stade, dans les années 80, on n'avait pas d'indices d'occupation urbaine antérieure, pas de vestiges gallo-romains, pas de vestiges mérovingiens qui ont été découverts. Suite à cette opération-là, deux autres opérations vont avoir lieu en 2009 et en 2010, dirigées par l'archéologue municipal Michel Ollet, avec l'aide des agents du SDAVO, mais aussi de bénévoles du CRAF. Donc il s'agit d'opérations qui ont été réalisées suite aux travaux de requalification de la place du Petit et du Grand Martroi. Donc la fouille de 2009, elle a permis la découverte d'un mur d'enclos de l'époque moderne adossé à l'église, on le devine ici sur le cliché. Et à peu près une dizaine de tombes d'époque moderne en linceul, en cercueil, dans cette zone. Sur la place du Grand Martroi, la fouille, elle révèle l'image d'un cimetière qui va être structuré autour de cheminements, avec des signalements de tombes en surface et une répartition par sexe des défunts. Donc le cimetière à cet endroit-là, il se développe surtout sur une très grande surface, en fait, mais pas très profondément. Donc les limites du cimetière dans cette zone, elles ne sont pas encore totalement perçues. Donc toutes ces découvertes vont donner lieu à des analyses anthropologiques très poussées, qui se poursuivent encore aujourd'hui, vu le nombre de sépultures qu'il y a, et dont certaines en fait, servent de support à l'enseignement et à la formation des archéologues à l'Université de Paris 1. Ces trois opérations confondues, c'est à peu près 500 sépultures. Donc voilà, vraiment un potentiel sur lequel on peut encore s'appuyer de longues années, a priori. Autre lieu de fouilles majeures donc mené par le SDAVO, c'est Beaumont-sur-Oise. Dans les années 85-86, donc des fouilles dirigées par Christophe Toupet, qui vont se dérouler à l'emplacement du château médiéval dans le centre urbain ancien. Donc on voit ici des clichés toujours impressionnants au niveau qui révèlent vraiment bien la surface assez large de ces fouilles. Des fouilles qui vont permettre de dégager de nombreuses architectures, des murailles, les donjons, les poternes, l'église du prieuré, le cloître, etc. Donc cette opération, elle va permettre d'aborder l'évolution de cet éperon rocheux depuis l'installation de la première collégiale de Beaumont au Xe siècle.
Au total, c'est une dizaine d'états architecturaux qui vont être mis en évidence, avec une chronologie qui va pouvoir être proposée. Donc, première mode féodal, ensuite un donjon en pierre qui daterait du XIIIe siècle, une enceinte militaire de la fin du XIIIe siècle et des boulevards d'artillerie du XVIe, XVIIe siècle. On devine sur la photo, pour ceux qui connaissent Monique Babon, où on l'a vu, et hop, avec Christophe Toupet à côté. Et un petit plan, je vous ai mis en rouge un peu pour essayer de se repérer un petit peu dans l'espace. Donc vous avez en bas une vue actuelle avec la position des fouilles, et puis donc la position des tours ici qui sont représentées aussi sur le plan. Donc là aussi, 200 sépultures qui vont être fouillées entre l'église et le cloître. Donc là aussi, un chantier école qui va voir passer de nombreux futurs archéologues professionnels et sur lequel il va y avoir pas mal de visites aussi, de visites proposées au public pendant les fouilles, des journées portes ouvertes en fait, qui vont être très suivies grâce évidemment à l'emplacement idéal de la fouille dans la ville. Donc dernièrement, ça aussi c'est toujours un site qui est toujours en vie en fait, qui est toujours un lieu de recherche, puisque ces dernières années on a eu des nouveaux sondages, des débrousaillages qui ont été faits avec le Cercle Beaumontois du patrimoine et avec l'aide ponctuelle d'agents du SDAVO. Alors toujours Beaumont, mais un autre Beaumont, le Beaumont antique, avec des fouilles qui vont être là aussi dirigées par Didier Vermersch, qui révèlent entre autres un théâtre, des quartiers résidentiels, artisanaux, des aménagements portuaires, des franchissements de rivières, vraiment quelque chose de très complexe et de très large. En fait, l'agglomération antique, elle est à peu près datée sur son implantation du 1er siècle de notre ère, et elle va être étroitement liée au passage de la voie entre Paris et Beauvais. Vraiment un lieu idéal pour une implantation de ville, surtout qu'en plus on a un passage à gué de la rivière. Donc ces opérations archéologiques, elles vont permettre de mettre en évidence le Cardo Maximus et le Decumanus Maximus que vous voyez ici, donc les deux grandes artères de la ville, et puis tout le plan orthonormé de la ville aussi. Donc ça va se développer en fait de part et d'autre de la voie. Et voilà, avec des découvertes majeures. Au total, c'est 2,5 hectares à peu près qui ont fait l'objet d'une analyse archéologique sur les 25 que compte la ville antique. Donc il n'y a pas de rupture de l'occupation jusqu'au IVe siècle de notre ère, et le site est même encore occupé et actif jusqu'au 5e, grâce justement à l'activité à côté des berges de l'Oise. Donc on va faire juste quelques minutes sur l'organisation orientale de l'agglomération qui a pu être abordée grâce à l'extension du lycée polyvalent Évariste Gallois. Et on a pu mettre en évidence la transformation de ce quartier artisanal au début du IIe siècle avant notre ère, où on observe la construction d'un sanctuaire et d'un bassin ornemental que je vous ai mis en diapo. À la fin du 1er siècle, à peu près donc l'achèvement de la romanisation, on va dire, les habitats et les reliquats du quartier artisanal sont rasés pour faire place à un modeste théâtre, pour commencer. Modeste théâtre qui a été remanié en amphithéâtre vers le milieu du IIe siècle, avant d'être désaffecté à la fin du IIIe siècle. Donc un monument qui, à ce moment-là, quand il est ruiné, va accueillir des habitats en fait opportunistes. On va pouvoir trouver des traces de foyers dans les déblais de démolition, etc. Donc un site réoccupé ensuite. Mais les vestiges du théâtre, ils sont toujours visibles en fait dans l'enceinte du lycée, comme on voit la petite photo que je vous ai mise ici. Ça, c'est une vue actuelle du théâtre. Et puis ça, ce sont une reconstitution d'un des états du théâtre, de comment il pouvait être à l'époque. Donc,
Outre la dimension archéologique et assez monumentale quand même de ces fouilles, le site est l'occasion d'une expérience assez originale, puisque en partenariat avec l'Association pour les fouilles archéologiques nationales et une association locale, un groupe d'adultes en insertion vont prendre part au chantier pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc ce type de fouilles de sauvetage urgent, on appelait ça comme ça à l'époque, ça n'existe plus parce qu'en fait le cadre législatif a évolué et ces grandes fouilles, elles sont faites désormais dans le cadre de l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, c'est l'archéologie avant l'aménagement de type autoroute, ZAC, collège, donc des opérations qui permettent de documenter les vestiges avant leur destruction et qui permettent en fait de libérer les terrains pour que l'aménagement soit réalisé. Donc voilà, ce genre de fouilles-là n'existe plus. Les fouilles donc Beaumont ou Maubuisson, ça, on ne fait plus ça dans ce cadre-là. Mais disons que si on devait faire un parallèle avec aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus, c'est ce genre d'expérience qu'on a assez fréquemment au service. Ce sont des découvertes fortuites en fait. Donc beaucoup plus ponctuelles, beaucoup plus petites. Mais il y a ce côté quand même très urgent où voilà, le SDAVO fait des interventions un petit peu à la manière d'un pompier. Donc ça, ce sont des expériences qu'on a eues à Pontoise, à Montmorency. Ça peut être dans des cas très variés, par exemple changement de réseau dans la ville, découvertes faites par des particuliers, mais on a aussi des effondrements de parking, des effondrements de murs, voilà, qui donnent donc lieu à des découvertes et des surprises. Voilà, on a un petit crâne voilà, dans le mur qui s'est écroulé. Donc des interventions pour lesquelles on vient voilà, faire des relevés, documenter ce qui pourrait être détruit. Et le cas le plus fréquent reste évidemment tout ce qui est travaux aux abords des églises. Par exemple, quand on change le système de chauffage ou qu'on veut faire des observations sur les fondations pour tel et tel problème structurel de l'église. Voilà, ça, ce sont des cas où on va intervenir pour documenter en fait, avant que ça soit détruit. C'est ce qui se rapproche le plus voilà, de ces grandes opérations, on va dire. Alors, autre époque, donc, ce fameux partenariat avec l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, qui est en fait une association qui est l'ancêtre de l'INRAP, l'Institut national des recherches archéologiques préventives, qui agit sur tout le territoire actuellement, qui fait de l'archéologie préventive. Alors, ce partenariat, il va opérer pendant plusieurs années et sur plusieurs types d'opérations, la plus fameuse étant la francilienne. La francilienne, donc la liaison entre Cergy et Roissy, entre 95 et 99, c'est vraiment une opération qui illustre bien le fonctionnement du SDAVO à cette période. En fait, il va y avoir des crédits départementaux exceptionnels qui vont être alloués au SDAVO et qui vont aider à financer des campagnes de prospection, des campagnes de fouilles, même des contrats avec des archéologues de la FAN et des publications. Donc le SDAVO va assurer la coordination de l'ensemble avec un archéologue de la FAN. Et sur cette liaison routière de 25 km, qui était vraiment essentielle pour la région, cette liaison va faire l'objet d'à peu près une trentaine d'interventions archéologiques avec des sites de toutes les périodes qui vont être mis au jour, parmi lesquelles, une sur laquelle je voulais me pencher un petit peu plus aujourd'hui, c'est une occupation du Paléolithique moyen à Villiers-Adam. Voilà, quelques clichés de Villiers-Adam. En fait, c'est un niveau du paléolithique moyen, donc qui a été fouillé sur à peu près 3800 mètres carrés, à peu près, et qui est daté d'une période glaciaire qui s'appelle le Vexélien, qui a donc un peu plus de 105 000 ans. Alors en fait, il y a différentes zones de taille de silex. Voilà, ça c'est le plan avec les différents numéros, les différents petits spots de taille de silex. Donc vous en voyez un ici là, qui a été photographié. Donc une répartition de tous ces vestiges qui a permis de mettre en évidence ce qu'on appelle des remontages, symbolisés par des liens en fait entre les différents spots de taille de silex, et en fait qui matérialisent le fait que des pièces qui ont été taillées
au numéro 10 se sont retrouvés au numéro 11. Donc on a comme ça une espèce d'instantané de la, comment dire, du mouvement des tailleurs du silex et de la vie en fait dans cet espace au Paléolithique moyen. Alors c'est déjà super, mais Villiers-Adam c'est encore plus que ça. C'est encore plus qu'un campement du Paléolithique parce qu'en fait on a des coupes géologiques qui sont associées à cette occupation et qui ont permis pour la première fois dans le Val d'Oise une étude pluridisciplinaire très large. On va avoir une étude de la stratigraphie, de la sédimentologie, de la micromorphologie, de la malacologie, c'est l'étude des mollusques, de la palynologie, c'est l'étude des pollens, et tout ça avec une série impressionnante de datations. Donc en fait, une série d'analyses qui vont donner des renseignements très précis sur le paléo-environnement de cette époque et quasiment sur 200 000 ans. En fait, comme on le voit à l'écran, c'est cette stratigraphie-là. Elle n'a pas été, c'est pas d'un seul bloc, c'est cumulé sur plusieurs zones, mais cumulé sur plusieurs zones, ça représente quand même 20 mètres de stratigraphie, et donc qui vont renseigner sur les différentes périodes de temps. Et Villiers-Adam, en fait, pour tous les paléolithiciens, c'est vraiment un site de référence pour la connaissance de cette période dans toute la moitié nord de la France. Donc la collaboration avec la FAN, elle va durer principalement entre 1994 et 2002 environ. Donc une période pendant laquelle il va y avoir des responsabilités partagées sur différentes opérations, des actions de valorisation commune, des contributions d'agents du SDAVO à des rapports d'opération de la FAN, puis de l'INRAP. Donc, en fait, dès le début, cette collaboration, elle a été conçue comme vraiment une collaboration étroite, puisque les locaux du SDAVO vont constituer pendant plusieurs années une base à FAN, une base de cette association. Ce statut, un petit peu, va perdurer de façon un petit peu informelle jusqu'à 2009. Où le SDAVO va continuer à mettre à disposition, donc avant 2009, des bureaux, des espaces de stockage, des moyens logistiques, des moyens humains, hors convention, sans contrepartie, une vraie collaboration très très étroite. Et après aussi, avec les changements de loi, l'apparition de la concurrence au niveau de l'archéologie préventive en 2001 et 2003, il va y avoir un peu un changement d'air et donc l'arrivée de l'archéologie préventive en 2005. Alors, 2005, c'est l'année où le département souhaite vraiment obtenir l'agrément pour réaliser des opérations d'archéologie préventive, évidemment, qui va nécessiter des recrutements et une réorganisation du service. Depuis cette période-là, d'ailleurs, la priorité est donnée évidemment aux opérations à maîtrise d'ouvrage départementale, mais tout ce qui est opérations dans le cadre d'autres aménagements de tiers privés ou publics sont aussi pris en charge par le service. Donc le choix des opérations, il se fait sur plusieurs critères, que ce soit intérêt scientifique, calendrier et puis évidemment un équilibre budgétaire aussi. Donc de cette période, vraiment d'intense activité, au début des années 2000, on retient aussi le positionnement de plus en plus légitime du service comme un vrai lieu de recherche, c'est-à-dire un lieu qui va accueillir des chercheurs, mais aussi qui va impliquer ses agents dans des programmes de recherche et aussi dans la formation universitaire des futurs archéologues. Donc le SDAVO se lance dans l'archéologie préventive avec des habilitations pour fouiller toutes les époques, depuis le néolithique jusqu'à l'époque contemporaine. Donc aujourd'hui, c'est un service qui compte 14 personnes, qui est situé depuis 2018 au sein de l'université de Cergy-Pontoise. Et comme tout bon service de collectivité territoriale, le service agit à peu près à toutes les chaînes, à tous les moments clés de la chaîne opératoire de l'archéologie préventive. Donc depuis la récolte et la compilation de l'information par le biais de notre centre de documentation, qui conserve en fait tous les rapports de tous les opérateurs réalisés sur le département, qui est ouvert au public. Un centre de documentation qui va aussi gérer la carte archéologique. Ensuite, on fait l'accompagnement auprès des aménageurs, c'est-à-dire on va les renseigner sur les différents acteurs, les différentes procédures. Et puis, donc, forcément, un grand pan de notre activité qui va être lié au terrain, avec en tout 7 archéologues, 7 spécialistes qui vont donc du paléolithique jusqu'à la période contemporaine.
On a aussi un dépôt archéologique qui va conserver tout le mobilier récolté et qui va avoir aussi comme objectif de valoriser tout ce mobilier auprès des chercheurs et des étudiants, ou de le faire connaître, en fait, pour qu'il soit toujours vivant et qu'il fasse l'objet de nouvelles recherches et de nouveaux mémoires. Et puis, on a un pan de médiation, pour le scolaire et pour le grand public. Alors, donc comme on l'a dit, on fait des opérations de terrain qui sont de deux styles, des diagnostics archéologiques et des fouilles. Alors autant les fouilles, c'est quelque chose qui parle à peu près à tout le monde, autant le diagnostic archéologique, c'est pas forcément très, très connu comme opération. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. En fait, c'est l'évaluation du potentiel archéologique d'un terrain. Donc l'idée, c'est d'ouvrir 10% du terrain qui va être impacté par un aménagement sous forme de tranchées à l'aide de pelles mécaniques, et donc des tranchées qui vont permettre d'observer le sous-sol. Alors, pour un petit peu illustrer ça, je me suis penchée sur une de nos fameuses opérations, celle de Pontoise, qui a encore lieu aujourd'hui, qui a encore lieu pour quelques jours, dans le quartier de la Zac-Bossu. Alors là, vous voyez sur le plan les deux diagnostics qui ont été réalisés par le SDAVO sur cette parcelle, qui a été fait en fait en 2 temps distincts pour permettre l'aménagement, justement. C'est-à-dire que le bleu, il a été fait en 2009, il a été suivi d'une fouille, ce qui a permis de construire le groupe scolaire dans le calendrier de l'aménageur. Et ensuite, le rouge, qui était un petit peu moins pressé, on l'a fait au printemps 2023. Et donc, il est suivi d'une fouille que l'on fait actuellement. Alors, en fait, avant même d'arriver sur le terrain, on a déjà des données, justement par la carte archéologique que j'évoquais tout à l'heure. Donc, une carte qui est en fait une compilation de notre connaissance, que ce soit en termes d'indices, d'objets juste découverts dans un jardin, ou d'opérations archéologiques, de tout opérateur confondu. Donc on a cette base déjà qui est vraiment un outil extrêmement précieux, et puis on a aussi toutes les cartes que l'on peut avoir, qui sont exploitées par notre archéogéographe, qui est quelqu'un qui va analyser les cadastres anciens et toute cette documentation accumulée depuis 1984, et qui va pouvoir alerter l'archéologue sur les potentielles découvertes qu'il risque de faire en fait. Alors, comme on l'a dit, le diagnostic il consiste à réaliser des tranchées, donc à l'aide d'une pelle mécanique. Et donc, cette pelle mécanique, elle va râper le sol, en fait, sous forme, en détruisant à peu près 5 cm à chaque passage de son godet de pelle. Elle va reculer, et l'archéologue, il est devant. Et en fait, le but de l'archéologue, c'est vraiment de mettre en évidence des anomalies sur le terrain qui sont d'origine humaine. Alors ces anomalies, elles peuvent être mises en évidence par des couleurs différentes, par une densité de la terre qui va être différente, une composition, et des fois aussi même de la présence de mobilier archéologique qui va nous mettre sur la piste. Donc ce qu'on cherche, c'est évidemment des anomalies d'origine humaine. Et on peut dire que sur Pontoise, on a été servi en termes de nombre d'anomalies, puisqu'on a des structures assez variées, et pour certaines assez visibles. Donc par exemple des fossés. Et puis ces structures-là qui sont des fosses dont je vais reparler tout à l'heure. Et donc détectables grâce au contraste entre le sol naturel. Alors ici, le sol naturel, c'est celui-ci, légèrement, nous on dirait brun orangé. Et à l'intérieur, donc des fosses qui ont été faites par l'homme et dont le comblement est différent, donc brun avec des petites inclusions de calcaire. Donc ça, c'est des exemples de fosses. Et puis, vous avez aussi des fossés qui sont comblés. Et là aussi, le comblement, à chaque fois, il est différent. Et on peut donc le mettre en évidence. Donc, durant cette étape, on va vraiment fouiller le maximum de structures. Donc, durant le diagnostic, on va fouiller le maximum de structures. On va décrire, on va topographier, photographier, ramasser le mobilier. Et on va compiler toutes ces informations dans un rapport. Donc ça, c'est toujours sur la Zac-Bossu. Donc là, on voit bien l'anomalie assez évidente du fossé creusé dans le calcaire et donc rempli par un sédiment brun.
Alors un autre type de structure qui est assez particulier, assez reconnaissable, ce sont des silos. Donc en surface, ça donne ça. Donc honnêtement, ça donne pas très envie, hein, vu comme ça. C'est pas très très exceptionnel. Mais voilà ce que ça donne une fois que on le coupe en deux avec la pelle mécanique. Alors avec la pelle mécanique, parce que vous voyez, hein, vu les profondeurs, c'est des choses qu'on peut pas faire nous à la main. Donc c'est forcément fait par passes successives par la pelle mécanique. On va ramasser de manière très précautionneuse tout le mobilier, mais le creusement est pas fait par les archéologues. Donc en fait, ce sont des structures de stockage de grains qui sont fermées par un bouchon hermétique et qui permettent de conserver le grain sur plusieurs mois, voire une année. Mais évidemment, ça nécessite des traitements en fait, hein, de la cavité et surtout voilà, un bouchon vraiment, vraiment hermétique pour que ce soit bien conservé. Donc voilà, sur ce site, sur ce diagnostic, il nous a permis de mettre en évidence des vestiges dont les plus anciens sont proto-historiques. Donc justement, ce fossé, hein, que vous avez vu plusieurs fois sur les clichés que je vous ai fait voir, ce fossé qui est un double système d'enclos fossoyés qui date du 1er, 2e siècle avant notre ère. Donc ça, c'est en vert sur le plan. Et surtout, voilà, le plus exceptionnel, ce sont donc ces fosses qui sont en rouge sur le plan. En fait, c'est un cimetière, une nécropole de l'Antiquité tardive. Donc on est milieu du 4e, début du 5e de notre ère. Donc en rouge sur le plan. Et au moment du diagnostic, on en avait trouvé une vingtaine. Une vingtaine de sépultures. Située à proximité donc, de la chaussée Jules César. Donc c'est une pratique funéraire assez répandue, hein, de mettre des cimetières juste à côté de la chaussée. En fait, là, pour rappel, hein, la chaussée Jules César passe juste ici, hein, celle qui s'appelle toujours la chaussée Jules César. Et on a un des états de cette chaussée qui a aussi été mis en évidence lors de la fouille. Alors, quelques vestiges de donc mis au jour par le diagnostic, des beaux objets, hein, qui accompagnent les défunts. Alors, on a des clous de cercueil, hein, voilà, en bas sur la droite, c'est un clou de cercueil. On a aussi des vases qui sont en verre, en céramique, et même des vases en alliage d'étain et de plomb, qui datent du 3e, 4e siècle de notre ère, donc en bas à droite. L'objectif, c'est vraiment de cumuler le maximum d'informations et sur les défunts, l'âge au décès, le sexe, l'état sanitaire. Et pour tout ça, on a vraiment besoin de spécialistes, donc d'archéoanthropologues, qui vont déterminer tous ces aspects, mais aussi les pratiques funéraires, c'est-à-dire est-ce que le défunt était dans un cercueil, est-ce qu'il était dans un linceul, est-ce qu'il était habillé, est-ce qu'il était contraint, voilà. Enfin, il y a plein d'éléments qui vont pouvoir être mis en évidence par les archéoanthropologues. Mais il n'y a pas que ces spécialistes-là. Il y a aussi tous les céramologues qui vont analyser la céramique, les spécialistes du verre, du métaux et même du bois minéralisé, puisqu'il y a des petits éléments qui sont conservés encore dans ces tombes-là. Donc voilà, une petite mise à jour. Hein. Là, on a vu une vingtaine de sépultures au diagnostic, donc uniquement sur 10% du terrain. La fouille, en fait, elle va en révéler plus d'une centaine. Pour ça que voilà, on a été 4-5 mois sur le terrain pour fouiller tout ça, donc que ce soit l'occupation proto-historique ou l'occupation de l'Antiquité tardive. Alors à l'issue de ces opérations, c'est le temps du rapport. Donc on va mettre toutes les informations propres, on va décrire, rédiger, faire les hypothèses, les comparaisons régionales, extra-régionales, évidemment proposer des datations, mais voilà, il y a plein d'autres choses à côté de la datation. Et une fois le rapport terminé, en fait, le rapport déjà va passer devant une commission qui va décider s'il y a lieu ou non de faire une fouille derrière. Et ensuite, le mobilier, lui, il va rejoindre notre dépôt archéologique, donc à Saint-Ouen-l'Aumône, et une partie va être exposée au musée de Guéry-en-Vexin une fois l'opération entièrement achevée.
Alors, je voulais m'attarder aussi sur deux autres fouilles emblématiques de ces dernières années. Celle de Marly-la-Ville, par exemple. Une fouille qui a été faite en 2020 pour la communauté d'agglomération de Roissy-Pays de France et qui va permettre de mettre au jour les vestiges d'un habitat médiéval, les fondations d'un château moderne, des bassins d'ornement, c'est ce que vous avez en photo ici, des caves et de nombreuses fosses de plantation d'un jardin à la française. Les caves ici et une vue aérienne de l'ensemble de la fouille. Donc ici, voilà, quelques découvertes encore, une nouvelle vue du bassin, ici, en vue aérienne. Et puis une découverte un petit peu particulière, ces réchauds de quart d'heure. Donc c'est les vases qui sont ici en photo, qui ont une allure quand même assez particulière, et qui sont des vases qui sont liés au travail de la laine. C'est une découverte complètement inédite dans un tel contexte en Île-de-France. C'est donc des vases qui vont avoir un rôle particulier dans la transformation de la laine et qui sont utiles lors des phases de peignage pour en fait démêler les fibres. Donc, en fait, on va faire réchauffer les instruments qui vont permettre faire réchauffer les instruments dans le vase qui va avoir en fait il va y avoir un combustible à l'intérieur. On va réchauffer les instruments et c'est ça qui va permettre de mieux démêler les fibres. Donc ça, ces réchauds, ils sont attribués à la seconde moitié, fin du XVIe siècle. Et vous voyez ici tout le travail de l'archéologue et du céramologue pour remonter toutes les céramiques. C'est aussi un site qui a donné énormément de mobilier céramique. Alors une autre fouille importante, c'est celle de Bouqueval, qui a eu lieu durant l'été 2022, qui a été faite pour le compte de Veolia. Et cette fouille, elle me permet aussi d'évoquer deux partenaires importants sur le territoire. Tout d'abord l'association, la JPGF, la Jeunesse préhistorique et géologique de France, que j'ai mentionné tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est grâce à cette association que le site de Bouqueval est connu depuis les années 70. Donc une association toujours en activité et qui a mené de nombreuses fouilles et prospections sur le territoire du Parisis et du Pays de France. Avec des expositions, des publications de bulletins, etc. Donc une association vraiment importante et dont vous voyez en fait quelques clichés lorsqu'ils ont fait pour la première fois ces fouilles dans les années 70. Donc vous voyez un petit peu les différents clichés qui on devine ici un torque, voilà. Un torque et des bandages de roue. Et puis ce fameux vase à décor plastique qui est ce qu'on appelle un unicum, c'est-à-dire il n'y a pas de comparaison en fait, c'est un vase complètement atypique qui a été découvert à l'occasion de ces fouilles. Vase que l'on a fait étudier, que l'on a passé au scanner en fait pour comprendre comment il avait pu être fabriqué en fait. Et puis l'autre acteur important du territoire, c'est Arkea, puisque ce musée archéologique, donc de la communauté d'agglomération de Roissy-Pays de France, il va exposer tout le mobilier des opérations qui sont faites par le SDAVO sur son territoire, sur le territoire d'Arkea. Toutes les opérations qui sont faites, tout le mobilier qui est découvert va forcément être exposé au musée Arkea. Donc c'est le cas des fouilles de Bouqueval. Donc Bouqueval, c'est une nécropole aristocratique gauloise du peuple gaulois des Parisis, des 4e, 3e siècles avant notre ère. Et à l'occasion de ces fouilles, il y a eu des découvertes vraiment impressionnantes de tombes à chars. La JPGF en avait trouvé et on a continué à en trouver d'autres. Donc des tombes à chars, des sépultures qui vont être accompagnées de nombreux objets, des fibules, des anneaux, des épées encore dans leur fourreau. On en voit une ici. Des bandages de roues, etc. D'ailleurs, je fais aussi un autre petit clin d'œil, les épées. Deux de nos collègues, Hélène Huyssen et Elsa Desplanques, ont d'ailleurs fait une conférence ici même sur les tissus qui avaient été retrouvés minéralisés à cette occasion, sur les épées notamment, et sur lesquels il y a énormément à dire. Alors pour ces fouilles, on a 2 ans pour rendre un rapport et c'est le même processus qu'un diagnostic, mais vous voyez avec une quantité d'informations encore plus gigantesque à traiter.
donc à décrire, à présenter, à synthétiser, etc. Mais voilà, c'est à peu près le même processus que pour un diagnostic. Alors au final, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations ? Bien sûr, il y a une exploitation scientifique qui est faite de tous ces résultats par le biais d'articles, de conférences. Mais aussi, il y a cette volonté de partager avec le plus grand nombre par le biais de médiations variées qui visent à informer la population, mais aussi de la sensibiliser au patrimoine, la sensibiliser pour la faire connaître et aussi la protéger. Parce que ça, c'est aussi très important de protéger ce qu'on va pouvoir léguer. Et c'est vrai que ça me rappelle aussi tout ce qui a pu être fait autour de Vauréal, qui était une allée sépulcrale qui avait été un petit peu chahutée avec des dégradations. Donc tout ce qu'on a pu faire d'un point de vue scientifique, mais aussi de valorisation autour de cette sépulture, c'est aussi dans le but de la protéger. Donc il y a plein d'actions de sensibilisation qui sont faites par le SDAVO, des ateliers pour les collégiens, des créations d'expositions, des prêts d'exposition aussi, comme celle qu'il y a actuellement à Viarmes, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, des journées portes ouvertes, des journées du patrimoine, fêtes de la science, etc. Donc voilà, une multitude d'actions qui visent le grand public et le public scolaire. Voilà, on arrive au terme de cette intervention. J'ai pu vous présenter les acteurs, la genèse un peu du service archéologique, les éléments de fonctionnement aussi un petit peu de l'archéologie préventive en France, et puis quelques grandes opérations, et puis les missions du service actuellement. Donc je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup Caroline pour cette très intéressante intervention. On va faire passer un micro s'il y a des questions dans la salle. Alors monsieur, qui a dégainé le premier. Merci. Quand vous parlez de fouilles préventives, qu'est-ce que dit la législation en fonction de ces fouilles préventives ? J'ai cru comprendre qu'il y a deux cas de figure. Un premier cas de figure, on veut construire quelque chose sur un terrain et puis on se doute qu'il y a quelque chose, donc on va faire des fouilles préventives. Ou de manière opportuniste, on commence à creuser et puis on trouve qu'il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que dit la législation au niveau des fouilles ? Vous avez parlé de 2 ans, juste avant, là, vous avez parlé de 2 ans pour Bouqueval. Est-ce que c'est un standard ou bien c'est au cas par cas ? J'ai une autre question qui va toujours avec ça. Donc, c'est le SDAVO qui est responsable de ces fouilles préventives. Qui paye ? C'est le propriétaire du terrain ? C'est le SDAVO ? Quel est le budget qu'il y a sur ces fouilles préventives ? Merci. Alors, c'est pas que j'avais prévu la question, mais je dois avoir une petite diapo que j'avais considérée comme pas forcément utile. Je ne sais pas si je l'ai gardée. C'est pas grave. Alors, je vais essayer de faire simple. Quand il y a un projet d'aménagement... Attendez, si j'ai quelque chose. Quand il y a un projet d'aménagement, l'aménageur dépose son dossier. Et si c'est au-dessus de 3 hectares, le dossier arrive fatalement au service régional de l'archéologie, donc un service à l'intérieur de la Direction régionale des affaires culturelles, qui va étudier ce projet d'aménagement. Et en fonction de la carte archéologique que j'ai évoquée, il va décider il va émettre un avis en disant qu'il est préférable de faire un diagnostic, donc ce qu'on a vu, les tranchées, avant que cet aménagement soit réalisé. Donc c'est une prescription du préfet. Et le préfet va dire, il faut faire une opération archéologique parce qu'il y a un risque de destruction de vestiges archéologiques. Donc ça, c'est le cas du diagnostic. Et le diagnostic, à l'issue de l'opération de terrain, on va faire un rapport. Et ce rapport, il va passer devant une commission, qui est une commission pluridisciplinaire avec des archéologues du CNRS, de l'université, du ministère. Et ces archéologues vont émettre un avis en disant le diagnostic, il a révélé une présence X ou Y, néolithique, antique, qui mériterait que l'on fasse une fouille. Donc cet avis va être pris en considération
Et le préfet, de nouveau, et donc en fait la direction régionale des affaires culturelles, va confirmer qu'il faut faire une fouille. Et à ce moment-là, on est sur une surface beaucoup plus réduite. Autant le diagnostic couvre toute la parcelle qui va être aménagée par le projet, autant la fouille va cibler sur la zone qui est la plus pertinente, la plus intéressante, parce que la mieux conservée, la moins connue, ou celle qui révèle une problématique particulière. Et donc là, on va faire des fouilles. Voilà, quand on parlait des 2 ans, en fait, c'est un délai réglementaire. Donc c'est ce qu'on voit sur le... Non, on doit rendre obligatoirement un rapport dans les 2 ans. Donc voilà, le schéma explique exactement ce que je viens de dire. Donc avec des délais réglementaires, il me semble que les délais ont changé depuis, mais ça vous donne une idée quand même. Donc voilà, avec des passages obligés de projets scientifiques d'intervention. En fait, ce qui est vraiment par rapport aux années 80-90, là vraiment, on a des délais à respecter, des dossiers à rendre qui répondent à certaines normes. Donc c'est très cadré maintenant en fait. Et alors, pour ce qui est de l'argent. Les diagnostics archéologiques font l'objet d'une subvention qui est versée par le ministère de la Culture et qui est censée, rembourser une partie ou pas de l'argent qui va être dépensé par l'opérateur pour faire le diagnostic. Voilà, donc c'est de l'argent qui part du ministère vers l'opérateur. Sachant que l'aménageur, lui, il paye une taxe quoi qu'il se passe. Voilà, il paye une petite taxe qui va aller dans un pot commun et qui est une taxe d'archéologie préventive. Mais c'est déconnecté en fait. Pour ce qui est des fouilles, on est dans le domaine concurrentiel depuis 2003. Ça veut dire qu'en fait, les aménageurs lancent des marchés de fouilles quand ils doivent faire des fouilles sur le terrain qu'ils ont acheté. Donc c'est dans le domaine concurrentiel, donc ils lancent des marchés de fouilles et les opérateurs répondent. Le SDAVO répond, l'Institut national d'archéologie préventive répond, et aussi des entreprises privées d'archéologie. Donc chacun répond, et c'est ensuite l'aménageur qui choisit celui qui va faire les fouilles, avec un regard quand même du service régional de l'archéologie qui va vérifier que l'opérateur qui a été choisi répond bien au cahier des charges qui est imposé, qui concerne certains aspects scientifiques de la fouille qui doit être menée. Alors, je crois que vous avez déjà complètement répondu à la question, notamment effectivement sur les diverses intervenants entre l'INRAP, l'échelle régionale, l'échelle départementale. Vous y avez répondu, je crois déjà effectivement, comment peuvent se répartir les domaines de compétences des uns et des autres en fonction d'un diagnostic ou de lancer un chantier de fouille. Mais peut-être que ça vaut le coup de repréciser à quel moment le SDAVO intervient par rapport à d'autres intervenants territoriaux ou étatiques. Alors, c'est vrai que c'est particulièrement complexe et c'est là-dessus qu'on accompagne beaucoup les aménageurs parce qu'en fait, ils ont du mal à comprendre qui fait quoi, qui décide de quoi. On pourrait dire que nous, on est opérateur. Donc vraiment, le terme est bien choisi parce qu'on exécute des prescriptions qui sont données par le préfet. Donc c'est vraiment au niveau État que ça se décide du fait qu'il y ait ou non un diagnostic, qu'il y ait ou non une fouille. Donc ça, pour ça, c'est clair. Donc on va vraiment être entre ces deux acteurs-là principaux, avec la petite subtilité effectivement de l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, qui lui est un opérateur national. Qui est, il n'y a pas du tout, c'est rien de péjoratif, qui est le bras armé du ministère de la Culture. Donc cet opérateur-là, il va agir, par exemple, sur les territoires où il n'y a pas de services départementaux. Ça arrive, même sur des territoires très bien. Hein, il peut y avoir des services municipaux, il peut y avoir des services départementaux, et il y a des endroits où il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc là, l'INRAP réalise les diagnostics et les fouilles s'il remporte les marchés. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ?
Vous avez bien répondu à mes questions, mais indirectement, je voudrais un petit complément. On a toujours en tête quelques exemples où, effectivement, de manière inopportune, on creuse, on commence à creuser pour faire les fondations, puis pouf, on tombe sur des choses. Et donc, effectivement, de suite, arrêt des travaux, tout ça. Et ça se traîne, ça traîne. Donc, vous avez bien répondu, effectivement, sur qui va payer. Mais il y a aussi un coût vis-à-vis de celui qui construit, parce que le chantier est arrêté pendant 2 ans, des fois 3 ans, des fois on a quelques cas de figure. Ça aussi, c'est pris en compte au niveau paiement? Alors, théoriquement, cette situation-là, elle ne doit pas arriver. Ça, ce sont vraiment des découvertes fortuites. Donc, c'est ce que j'ai dit un petit peu, les effondrements de parking, les choses qui sont complètement imprévisibles et qui n'étaient pas, comment dire, en fait, il n'y avait pas d'éléments déclencheurs au départ. Il n'y avait pas de travaux prévus, il n'y avait pas de... voilà, quand on change des réseaux, voilà, on ne s'attend pas forcément à tomber sur des tombes, et pourtant, ça arrive. Donc, effectivement, dans ces cas-là, on n'est plus dans l'archéologie vraiment préventive, puisqu'on est dans cette zone grise d'une découverte fortuite qui ne pouvait pas, qui ne pouvait pas être cadrée. Donc effectivement, là, dans ces cas-là, ça peut être assez compliqué. L'idée, effectivement, les travaux. Alors, j'ai pas connaissance quand même de travaux de changement de voirie ou de choses comme ça qui est pris 2 ans dans la vue à cause des archéologues, mais oui, il doit y avoir des cas très particuliers où les délais sont plus longs que prévus, mais vraiment l'idée, c'est de ne documenter que ce qui risque d'être détruit. Donc voilà, c'est quelques semaines au pire, normalement. Mais normalement, voilà, ça devrait pas se produire. On a vu une photo des magasins où sont entreposées toutes les petites, les choses que vous conservez tout simplement. Et ma question, c'est, ça correspond à quoi et est-ce que vous avez potentiellement encore beaucoup de métrages linéaires, nous allons dire? Question intéressée. Alors, ça correspond à quoi? Alors là, c'est 1000 mètres carrés, 300 mètres cubes de mobilier archéologique. C'est du mobilier archéologique qui vient de toutes nos opérations d'archéologie préventive, mais qui vient aussi de Beaumont, de Pontoise, voilà, de toutes ces grandes opérations que j'ai pu évoquer. Et puis aussi du mobilier, par exemple, d'associations qui ont pu disparaître, et dont le mobilier archéologique était précieux et il ne fallait pas non plus que ça disparaisse. Donc ça nous est arrivé de prendre en charge ce mobilier-là. Alors, est-ce qu'il reste du métrage? En fait, non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire. Non, on fait vraiment. En fait, on essaye vraiment de rationaliser au maximum, parce que en fait, cette problématique, elle fait sourire, mais tous les services départementaux sont confrontés à des problèmes de place et de conservation du mobilier archéologique. Donc on a vraiment une politique de rationalisation, rien que sur les contenants, parce que des fois on a des contenants énormes avec 3 objets à l'intérieur. Voilà, donc on fait des choses rationalisées, c'est tout à fait évident. Et le service régional de l'archéologie a même mis en place maintenant, puisque cette problématique elle est nationale, des vademecum pour accompagner les différents opérateurs pour les aider à éliminer, à trier et à éliminer déjà du mobilier dont on ne connaîtrait pas la provenance, parce que ça arrive en fait. Il y a le mobilier, voilà, quand on le conserve depuis les années 70, il y a des mobiliers dont on a perdu l'étiquette, où le numéro a été effacé, des tas de choses qui ont fait que l'information s'est perdue et on ne sait plus d'où ça vient. Là, du coup, l'intérêt scientifique de ce genre de mobilier, il devient vraiment infime. Hormis dire que ça vient du Val d'Oise, voilà, on ne peut plus aller plus loin. On ne sait plus d'où ça vient, on ne sait plus de quelle année, de quel contexte ça vient, et du coup, l'objet perd de son intérêt, tout simplement. Donc là, je veux dire, heureusement, l'État a pris conscience de ce problème-là et nous accompagne
dans le tri et l'élimination, à terme, si vraiment il y a besoin, de certaines pièces. Et alors, pour rebondir, j'en profite, j'ai le micro. Quand il s'agit d'opérateurs privés donc, qui font la fouille, qui vont faire la fouille, tout ce qui est trouvé sur le chantier de fouille, du coup, vous est reversé ou non. comment ça se passe? Non, c'est versé à l'État. C'est l'État qui gère ce mobilier. Ouais. Okay. Et comment est éliminé l'objet? Où vous le mettez? Oh. Une vraie élimination. Hein. Je vais pas tourner autour du pot. C'est une vraie élimination. C'est déchetterie, quoi. Voilà. Mais là, on parle de cas quand même très particuliers. Hein. Par exemple, un des critères pour éliminer vraiment du matériel, c'est du matériel qui est déjà bien connu, bien décrit et dont on a des dizaines d'exemplaires. C'est-à-dire, par exemple, je pense à des tuiles gallo-romaines. Voilà, une fois qu'on sait éventuellement d'où elle vient, enfin quel est le producteur, dans quel atelier ça a été fait, de quand ça date, la position architecturale, etc. Est-ce que c'est intéressant d'en garder 100 ? Peut-être pas. Voilà. Pour rebondir sur votre exemple justement des tuiles, justement, il n'y a pas, je ne sais pas, quelque chose qui recenserait au niveau au moins de la France, parce que s'il y a 100 tuiles à Pontoise et qu'il y en a 100 autres ailleurs à Lyon, je ne sais où, pas intérêt justement à croiser les données et à conserver uniquement ce qui serait d'un intérêt national, nous allons dire. Ça, c'est des choses qui sont déjà faites. Mais ça mériterait d'être effectivement le réseau mériterait d'être peut-être plus étroit effectivement pour mieux croiser ces données-là effectivement. Mais voilà, après chacun fait son propre tri qui lui paraît le plus pertinent possible. Ouais. Oui, moi je me demande quelle est la règle de répartition de vos trouvailles entre le musée de Guéry et le musée d'Arkea au Louvre. Alors en fait, c'est vraiment une répartition. À Louvre, oui, pardon. Oui, à Louvre. Elle est purement territoriale. C'est vraiment Arkea, est un musée de communauté d'agglomération. Toutes les opérations qui se déroulent sur le territoire de cette communauté d'agglomération va systématiquement être exposée à Arkea. Voilà, c'est la règle. Oui. Ouais. Sur la ZAC Bossu, est-ce que vous avez été les seuls à candidater comme opérateur ou est-ce que vous avez été en concurrence? C'est une question extrêmement indiscrète, mais je ne sais pas en fait. Non, je ne sais pas. C'est des marchés publics, donc voilà. Je n'ai pas vraiment d'informations. Je n'ai pas cherché à en avoir plus que ça non plus. Oui, effectivement, ça on peut le dire. En fait, généralement, il y a des entreprises privées, du coup, d'archéologie qui répondent, hein, puisque ce sont des marchés ouverts à la concurrence. L'INRAP peut répondre. Et dans le cas du Val d'Oise, en fait, nous, on a une convention avec l'Institut national de la recherche d'archéologie préventive, ce qui nous permet de répondre en groupement sur certaines opérations avec eux. Donc, on s'associe en fait avec l'INRAP pour répondre. Ça nous est arrivé notamment à Marly-la-Ville, on l'a fait avec l'INRAP. Tout à l'heure, dans une photo, enfin, on voit un gendarme, enfin, oui. Voilà, et je me posais la question, vu qu'on travaille sur des nécropoles et donc des squelettes, est-ce qu'il n'y a pas parfois des interventions, parce qu'on peut se poser des questions sur les squelettes qui sont là. Ah, d'accord. Alors, en fait, cette photo, effectivement, c'est une partie de nos activités que je n'ai pas évoquée, mais ça relève un petit peu de notre mission un peu de pompier, comme j'ai pu le dire pour sourire. En fait, on a une convention avec l'unité médico-judiciaire et avec le parquet de Pontoise
qui fait qu'en fait, quand il y a des découvertes de restes humains ou qui sont identifiés comme humains, nous sommes systématiquement appelés pour faire une levée de doute. Donc en fait, pour éviter à la gendarmerie nationale de déclencher des enquêtes qui n'auraient pas d'intérêt, puisque ça ne relève pas d'une mort contemporaine en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait, et c'est exactement ce qu'il y a sur la photo. En fait, il y a eu des découvertes de squelettes au moment d'un changement de réseau en ville. Voilà. Donc on a été appelé par la gendarmerie. En fait, pour déterminer si le squelette, les restes sont anciens ou pas, on se fie à la stratigraphie. C'est-à-dire, c'est vraiment le travail de l'archéologue, c'est-à-dire identifier la couche de sédiments dans laquelle se trouve le reste et identifier si cette couche de sédiments elle est récente ou pas par rapport à sa profondeur, par rapport à sa couleur, par rapport à sa densité. Voilà, ça nous donne des indices et on peut estimer un âge global comme ça, et aussi avec des petits restes de mobilier qui peuvent se trouver dans cette couche-là. Voilà. Et donc comme ça, on élimine tout de suite les risques. En l'occurrence, c'était pas un meurtre crapuleux pour cette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ah oui. Qu'est-ce que je veux dire? Donc quand vous faites des fouilles, vous êtes obligé de les résultats de les publier, quoi, disons. Vous êtes obligé de les publier. Alors toute opération d'archéologie préventive, que ce soit diagnostic ou fouille, fait obligatoirement l'objet d'un rapport. Et ensuite, c'est une incitation, mais aussi c'est une des missions de l'archéologue territorial d'exploiter scientifiquement les résultats des fouilles qu'il a pu mener. C'est-à-dire, c'est aussi une incitation qui nous est donnée, qui nous est demandée par le ministère de la Culture de valoriser ces résultats et de ne pas faire en sorte qu'ils ne soient connus que dans ces rapports de fouilles qui ne sont pas forcément des supports grand public. Il faut les traduire, il faut les mettre en perspective, les remettre en contexte pour que ce soit intéressant, pertinent, voilà. Donc ça, c'est un second travail. Mais ça sort un petit peu quand même de la chaîne opératoire de l'archéologie préventive, où vraiment l'idée, c'est à la fin de l'opération, un rapport qui passe devant une commission et qui est déclaré aussi recevable par cette commission. Voilà, tellement les normes sont assez strictes. Et passer cette étape-là, on est dans l'exploitation scientifique qui est faite par chacun. Le centre de documentation du SDAVO est accessible au public sur rendez-vous à l'université Saint-Martin, tout à fait, à Pontoise. Voilà. Vous pouvez vous y rendre si vous voulez consulter donc, les rapports de fouilles, mais également toute la documentation en lien avec l'archéologie et le territoire. Très bien, écoutez, merci pour toutes ces questions. Et merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui pour être avec nous. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi à vous.